Bonjour, aujourd'hui nous sommes au cœur du Vieux-Lyon. Nous avons eu la chance que le musée des miniatures et du cinéma accepte de nous ouvrir ses portes. C'est l'occasion pour nous de vous montrer les trésors qui se cachent à l'intérieur de ce musée. Nous sommes maintenant au cœur de la Maison des Avocats. Cette magnifique bâtisse est le lieu où Dan Ullman a choisi d'installer son musée. S'il en est le créateur, plusieurs personnes participent avec lui à l'amélioration du musée. Justement, nous allons maintenant à la rencontre de l'une d'elles, Valérie Schex. Je suis responsable de la communication, des relations presse. Je suis en charge également des expositions miniatures. On est en ce moment une équipe de 12 personnes. 4 personnes à la billetterie, donc qui est le poste derrière moi, qui accueille la clientèle du lundi au dimanche. Nous avons une personne qui s'occupe de tout ce qui est entretien du musée. Il aide également au montage des collections avec de la menuiserie, de l'électricité, enfin bref, tout ce qui tourne autour d'un montage d'expo. Dans les bureaux, nous avons une personne à la comptabilité et à l'administration, une personne en charge des expositions cinéma, Laurie, et donc Dan Ullman, qui est le directeur et le créateur du musée, qui est artiste miniaturiste et qui fait également donc, la restauration des pièces de cinéma. À partir de 1987, je commençais à faire mes propres miniatures, des miniatures artistiques comme des tableaux. Et lorsque j'ai réalisé une bonne collection de miniatures, je me suis mis en voyage de ville en ville. Et un jour, il y avait Lyon qui était au programme. Je m'étais posé sur la place Saint-Jean, en plein devant la cathédrale, pendant 15 jours d'exposition. Et ça a été mon arrivée à Lyon. Une exposition qui avait marché formidable, il y avait un monde fou jusqu'à la rue Saint-Jean, il y avait une colonne de gens. J'avais été très ému par l'accueil fait par les Lyonnais pour mon exposition. 15 jours à Lyon, c'est pas rien, dormir à l'hôtel, mais aimer cette ville, l'apprécier beaucoup et décider fermement de trouver tous les moyens pour y rester. Et en ce temps-là, j'ai trouvé intéressant de me poser dans une ville où il se passe beaucoup de choses, sans pour autant être trop prisonnier d'une méga city, quoi. Donc et puis la beauté de la ville. Les fleuves aèrent formidablement cette ville, c'est ce qui pour moi en fait une ville très lumineuse. C'est donc là qu'est né son amour pour Lyon. Bien décidé à s'installer dans cette ville, il fallait néanmoins qu'il trouve un moyen pour y exercer sa passion. Le directeur du musée Grévin m'avait demandé s'il ne pouvait pas avoir toutes mes miniatures sur Paris. J'ai accepté et pendant 4 ans, j'ai posé mes pièces avec le groupe Grévin à Paris. Et pendant ce temps, j'ai commencé à venir sur Lyon et sur Lyon, j'ai fondé un atelier. Et dans cet atelier, j'ai fait des miniatures, mais ce coup-ci pour des clients, pour des amateurs, pour des particuliers qui voulaient de mes miniatures. Ça faisait des années que je n'avais pas le temps de m'occuper de commandes. J'ai fait des commandes, j'ai servi une personne qui était complètement fan de mon travail. Au bout de 6 miniatures livrées chez elle, eh bien, cette personne m'a expliqué qu'elle était immensément riche. Et elle m'a dit, est-ce que vous êtes bien à Paris? J'ai expliqué mon petit problème sentimental avec la ville, la campagne, la nature. Et je lui ai dit que non, malheureusement, à Paris, je ne me trouvais pas très bien. Et elle m'a dit, mais pourquoi vous ne retournez pas à Lyon? J'ai dit, mais c'est complexe. Moi, je suis un petit artiste artisan qui n'a pas les moyens de tout conquérir. Et là, c'était une histoire formidable, puisqu'elle me dit, écoutez, achetez la plus belle maison qui existe à Lyon. Elle restera mienne, bien entendu, mais je vous mettrai à l'intérieur entièrement gratuitement et libre. Le musée a ouvert ses portes en 2005. Il s'agit d'un musée privé qui ne bénéficie d'aucune subvention et qui permet à Dan Ullman de rester indépendant artistiquement. Le bâtiment dans lequel est abrité le musée s'appelle la Maison des Avocats. Elle date du XIIIe et XIVe siècle, donc époque Renaissance.
Et c'est un lieu qui était à l'origine une demeure de maître, avant d'avoir eu plusieurs destinations. Ça a été une auberge, ça a été un foyer d'accueil pour femmes célibataires, jusqu'à la fin des années 80, où là, les avocats ont récupéré ce lieu qui allait partir à la destruction, qui était voué à être détruit, et l'ont restauré pour en faire un centre de formation du barreau. Le bâtiment devenant trop petit pour eux et n'était plus aux normes, etc., d'une école, ils ont décidé de le céder, mais à une institution artistique. Voilà, donc c'est ce qui a fait que nous sommes ici aujourd'hui depuis 2005. Ah, vous êtes là? Désolée, j'étais dans mes pensées. Comme vous le voyez, nous avons changé le décor. Nous sommes dans un superbe loft situé au cœur de Manhattan. Et non, c'est pas Manhattan, c'est Brooklyn, Irina. D'accord, désolée. Donc, nous sommes dans un superbe loft situé au cœur de Brooklyn, d'une surface de 80 mètres carrés. C'est pas 80 mètres carrés, c'est un demi-mètre carré. En fait, là, vous êtes dans une de mes miniatures. C'est le collectionneur de Brooklyn. Et puis, Irina, vous avez été incrustée sur fond vert dans cette miniature. Maintenant, suivons Dan Allman dans son atelier, afin qu'il nous dévoile tous les aspects de la création d'une miniature. Alors, quand je fabrique une miniature, si c'est une miniature d'un lieu qui existe réellement, je me retrouve d'abord dans ce lieu véritable à faire environ 1 million de photographies, des centaines de prises de mesure, des centaines de croquis aussi. Pour construire une miniature, ça va souvent de 4 mois minimum de travail à 1 an. Je travaille avec des outils qui sont, moi, comme des outils d'ébéniste pour tout ce qui est boiserie, c'est-à-dire j'ai fabriqué en miniature toute ma machinerie, mais ce coup-ci en tout petit, micro-moulure, micro-perçage, micro-rainurage, que ce soit les vrais bois, là on retrouve mon métier d'ébéniste, donc je me régale, que ce soit le bronze, je fais des prototypes, et ces prototypes, je les mets à fondre après en bronze, alors que c'est parti d'une résine. Je travaille le miroir, je travaille la porcelaine, je me régale à faire les vrais objets. Quand je fais des miniatures, mes scènes, ce qui m'intéresse avant tout, c'est qu'il y a un côté hyper réaliste. Si on plonge un appareil photo, on plonge l'œil dedans ou une caméra dedans, je veux qu'on ne remarque même pas que c'est une miniature. On a la sensation d'un véritable mirage visuel. C'est plutôt un arrêt sur image que j'ai envie de faire d'un moment de vie. Et pour ce qui est des pièces de cinéma, allons à la rencontre de la responsable de cette collection, Laurie Corbier. Donc nous récupérons les pièces souvent à l'étranger, parce que la plupart des grosses productions, on va dire, se font assez loin de la France. Donc il y a beaucoup de pièces qui viennent évidemment des États-Unis ou d'Angleterre, c'est un peu moins loin. Donc là, il y a toute une logistique à avoir pour faire venir les pièces, soit par bateau, soit par avion. Et ensuite, elles passent par notre atelier de restauration où elles sont complètement retapées, remises en état et ensuite exposées dans les salles du musée. Pour l'exposition temporaire Wes Anderson, en fait, ça a commencé par... j'ai été contactée par le chef maquettiste qui a fabriqué donc l'hôtel et d'autres maquettes du film. Après le tournage du film à Berlin, en fait, et ils se sont retrouvés avec ces maquettes qui sont assez monumentales sur les bras. Wes Anderson, en fait, lui-même a proposé d'en faire don au musée. Donc le projet d'exposition est venu de là. Et ensuite, moi, de mon côté, j'ai cherché d'autres pièces qui avaient servi, d'autres maquettes qui avaient servi dans ce film-là ou d'autres films de Wes Anderson. Et j'ai reconstitué comme ça cette exposition, ces pièces qui n'avaient jamais été regroupées, en fait. L'effet que ça redonne des lumières et tous les angles, on peut regarder dans tous les sens, on croit vraiment la réalité, quoi. C'est vraiment, je trouve ça magique, quoi. Alors notre visite au musée a été vraiment sympa, on ne s'attendait pas du tout à découvrir ce musée, on pensait y rester une demi-heure, 3 quarts d'heure, voilà, ouais, et en fait on y est resté une bonne heure et demie. Et c'est bien disposé, c'est bien expliqué, et franchement on a appris beaucoup de choses. Ouais. Je
Je trouve que c'est très sympa et très ludique. Et puis ça montre une facette qu'on a l'habitude de voir en dehors des making-of. Deux pièces emblématiques du musée sont encore à l'heure actuelle en cours de rénovation. Nous retrouvons Dan Holman qui nous en fait part plus en détail. 2/3 de nos collections sont des pièces que nous empruntons. En échange, on les restaure. En échange, ils nous les prêtent 1 an, 2 ans et elles sont visibles. C'est vraiment quelque chose d'exclusif. En Europe, elles sont visibles ici à Lyon dans le musée. Là, vous avez un exemple qui est assez étonnant. Universal Studios, à un moment donné, s'est séparé du fameux Triceratops qui a servi dans le premier Jurassic Park. La voici aujourd'hui sur Lyon. On a récupéré le monstre là et on est en train de restaurer toutes les parties cassées, complètement abîmées. Parce que le latex, il faut savoir que le latex est une matière naturelle dans laquelle est fabriqué tous les objets de cinéma. Et ce latex, au bout de 8-10 ans, il se délite, il se désagrège, c'est naturel, il s'abandonne, il repart vers la nature. Il faut savoir que tous ces objets sont toujours fabriqués que pour 3 semaines, 1 mois de tournage. Ce n'est pas leur problème de faire durer tous ces objets. Et là, moi je trouve intéressant, à l'heure du tout numérique, je trouve intéressant de sauver tous ces objets qui ont servi pendant 50 ans au tournage des films. C'est un peu la vocation du musée, c'est faire une conservation de tous ces objets, faire d'une mémoire du cinéma. C'est de la même manière que la Reine Alien est en train d'être restaurée. La Reine Alien, elle en est à 1 an de travail, à 10 personnes. Le mécanicien, nous on s'occupe de tout le latex encore une fois, le travail électrique dessus, hydraulique, et elle était en train de tomber en démentiétude, elle était complètement foutue et ça valait le coup de la sauver, quoi. Franchement, la Reine Alien, elle a terrorisé la planète entière, elle est autant connue que Marilyn Monroe ou les Beatles et c'est franchement dommage qu'elle disparaisse pour toujours. C'est bien vu par les studios qu'on les sauve parce que il faut comprendre qu'ils sont tous les mois, tous les trimestres, ils sont sur un prochain boulot, sur un long métrage. Les réalisateurs les emmènent à fond dans tous les sens et ils n'ont pas le temps de s'occuper des anciens objets comme ça qui ont servi quelque temps. Donc voilà, c'est assez sympa. Il y aura le Triceratops sauvé, il y aura la Reine Alien, il y aura encore bien d'autres objets, mais on ne dit rien pour l'instant, ça fera des surprises pour la vie lyonnaise.